Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Tout comme le hashtag Nous sommes Marseille, dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, Jean-Pierre Foucault. Impossible d'évoquer Marseille sans penser à lui. Ce fut donc un immense plaisir d'échanger avec lui, de revenir sur sa vision de la ville, ses souvenirs et évidemment sa carrière qui fait pâlir d'envie tous les animateurs du PAF. Il a été dans ma télé quand j'étais enfant, puis adolescente, chaque mercredi soir avec Sacrée Soirée. Il a été mon président lorsque jeune journaliste, je prenais part à l'aventure de la chaîne locale LCM. Et depuis, un confrère fidèle, présent et bienveillant, ayant toujours la volonté de transmettre. Cet épisode aurait dû même durer 2 heures. Jean-Pierre Foucault a tant à dire, tant à raconter. Nous nous recroiserons, c'est sûr, pour reprendre le fil de cette conversation que je vous laisse découvrir. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être là. Moi, je suis ravie de vous recevoir dans Cité Radieuse. Comment parler de Marseille sans parler de vous ? C'est gentil. J'ouvre une parenthèse, il n'y a pas que la cité qui est radieuse. Je vous regarde. Félicitations. C'est gentil, c'est très gentil. Vous êtes un ambassadeur de cette ville depuis tant d'années. Alors, j'ai pour habitude de commencer en demandant à mes invités ce qui leur vient spontanément à l'esprit si je leur dis Marseille. Marseille, c'est les bras ouverts. Marseille, c'est venez, je vous accueille, vous êtes chez vous. D'un côté, à gauche de mon bras, au bout de mon index gauche, il y a Callelongue, et au bout de mon index droit, il y a l'Estac. Voilà, c'est ça Marseille. Et c'est extrêmement symbolique d'avoir une ville qui a les bras ouverts. Alors Marseille, vous y êtes né. Oui. Vous gardez quel souvenir de votre enfance marseillaise ? Des souvenirs magiques et très tristes. Magiques parce que j'habitais le quartier du Lapin Blanc, de Bonneveine, que j'allais à l'école communale Chemin des Sabliers, qui est devenue maintenant une avenue. Et puis ensuite, à Marseille-Vert, un lycée qui était pilote. Et là, c'était génial parce que la cour de récréation, c'était le massif de Marseille-Vert. On allait cueillir des mimosas ou croquer des arbouses. Et donc là, j'ai des souvenirs extraordinaires jusqu'en 1962, où j'étais un petit garçon heureux sur son vélo rouge qui allait de Marseille-Vert au boulevard du Collet où j'habitais. Puis un jour, mon père est mort dans des circonstances très compliquées. Et là, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Mais Marseille m'a soutenu, Marseille m'a aidé. Vous savez, quand j'arrive à Marseille, je prends l'avion. Quand j'arrive à Marignane et que je sors de l'avion et que je vois le ciel bleu, je dis, ici c'est en couleur et là-bas c'est en noir et blanc. Et franchement, en 2020, il faut que la vie soit en couleur. C'est réconfortant. Ouais. Alors cette ville, vous l'avez dignement représentée et défendue quand c'était nécessaire, bien avant qu'elle ne devienne tendance. Tout à fait. Moi, j'ai toujours défendu Marseille dans un univers d'hostilité. Puisque moi, le Marseillais, je travaillais à Paris. D'abord à Monaco, mais là, c'était pas bien grave, Monaco-Marseille. On s'aimait, c'est un cousinage sympathique. Mais à Paris, on disait, oh, le Marseillais, etc. Et je leur prouvais que Marseille était une ville absolument géniale. Mais pourquoi tu pars à Marseille tous les samedis, tous les dimanches ? Parce que je n'osais pas trop le dire, de peur que nous ne soyons envahis. Et là, maintenant que le train est à 3 heures de Marseille, maintenant que mes amis, je les invite à passer un week-end, ils me disent, on comprend pourquoi tu venais, on a été idiots de penser que c'était simplement par fidélité absurde. Non, Marseille c'est beau, Marseille c'est bon. J'arrive chez moi, je respire, je sens la mer, même s'il y a du Mistral. Voilà, j'en ai besoin, c'est mon carburant, Marseille. Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui Marseille soit en vogue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs choses, parce que il y a eu l'année de la culture, il y a eu les films qui se tournent à Marseille. Je pense que ça y est pour beaucoup. Je pense que les gens se sont rendus compte que Marseille était une ville de culture importante, avec le nombre de musées. Et si on additionne le nombre de
d'œuvres d'art exposées, c'est absolument extraordinaire. Voilà, petit à petit, Marseille s'est recentrée, mais on ne peut pas empêcher certains de nos confrères, même quand il y a un assassinat à Toulon, de dire à côté de Marseille. Et ça m'énerve profondément, alors qu'il y en a autant qu'ailleurs, pardonnez-moi, les règlements de compte autant qu'à Paris, qu'à Lyon ou ailleurs. Et donc je pense que le français a tendance un petit peu à oublier cela. Et puis les croisières aussi, c'est quand même important, ça a apporté un plus extraordinaire à la ville. Voilà. Tout ça réuni font que Marseille est une ville touristique importante. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure en évoquant votre enfance. Vous avez publié 2 autobiographies, Le sourire aux larmes et La couleur des souvenirs, Oui. dans lesquelles on découvre un tout autre Jean-Pierre Foucault. Loin de l'animateur, toujours souriant, bienveillant et agréable. Vous évoquez notamment l'histoire de vos parents. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Ma mère, juive polonaise, est arrivée à Marseille pour prendre le bateau et partir loin, puisque 9 des membres de sa famille ont été exterminés par les nazis. Et elle a rencontré un monsieur qui était importateur-exportateur de fruits et légumes sur le port. Et ce monsieur est devenu mon père. Voilà, ils se sont aimés, ils ont fait 3 beaux enfants. Enfin, 2 beaux et moi. Non, Voilà. 3 beaux. Et puis, mon père avait des succursales un peu partout, en Afrique du Nord. Et un jour, il est parti de Marseille en avion, depuis Marignane, pour aller vérifier la comptabilité en 62 de son bureau d'Alger. Et il s'est fait descendre dans la rue. On ne sait pas pourquoi, de 2 balles dans le dos, parce que tout le monde tirait sur tout le monde. C'était à 3 mois de l'autodétermination. C'était en février 62. Et là, pour moi, ça a été une blessure forte, puisque d'un coup d'un seul, à 14 ans, je suis devenu le chef de famille. C'est-à-dire que ma mère s'est reposée sur moi. Et donc, mon enfance s'est arrêtée net à 14 ans. À 14 ans, je suis devenu adulte. C'est sans doute peut-être aussi ce qui m'a poussé très tôt à faire un métier de divertissement, pour oublier ça. En classe, je faisais marrer les copains, justement, pour qu'on évite de me dire « Ah bon, ton père, il est mort, comment ?» etc. Voilà, ça a été pour moi un cruel passage dans ma vie, mais ça a été pour moi aussi un moment qui a été détenteur de mon avenir. Alors, on va s'éloigner un petit peu de Marseille. Non. Si, le temps de revenir sur votre carrière, qui fait pâlir d'envie les animateurs actuels. On peut évidemment citer certaines maisons comme RMC, RTL ou Europe 1, mais aussi des concepts forts qui ont marqué nos esprits, mon enfance, nos enfances. Sacrée soirée, évidemment, Qui veut gagner des millions ensuite, et tant d'autres. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, une telle longévité dans le PAF n'est plus possible? Je pense que ça serait très difficile. J'en parlais avec mon camarade Michel Drucker il n'y a pas très longtemps, cet été à la maison. Je pense que ce serait difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais les temps ont changé. C'est vrai que moi, j'ai commencé en 1966. Vous aviez moins 54 ans. et je suis là encore aujourd'hui, avec modération, certes, mais je suis là encore aujourd'hui. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi, parce que les choses vont trop vite. Le public a envie de changer, de zapper. Voilà ce terme horrible. Hein. Oui. On zappe les programmes, mais on zappe aussi les hommes. Donc c'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, quelqu'un qui démarre sa carrière, il aura du mal à tenir au devant de la scène pendant un demi-siècle. Alors parmi cette longue carrière, est-ce que vous avez des rencontres ou des souvenirs qui vous ont marqué plus que d'autres? Bien sûr, j'ai eu une chance extraordinaire, moi. Par exemple, sur mon canapé de Sacrée Soirée, de recevoir tous les milieux pendant 7 ans. Et j'ai fait ces rencontres magiques, que ce soit des grands acteurs américains, que ce soit des grandes vedettes françaises. J'aurais du mal à en désigner un ou une, parce qu'ils m'ont tous marqué. La première émission, c'était le 2 septembre 1987. C'était Johnny, Alain Delon et Jeanne Moreau. Oh, le casting. J'étais allé voir Jeanne Moreau, qui m'avait dit ah bon, oui. Et sa femme de chambre m'avait dit c'est le monsieur qui fait l'Académie des Neufs que je regarde à midi, c'est très bien. Elle m'a dit bon, pour faire plaisir à je ne sais plus qui, je vais venir. Et donc c'était absolument magique. Alain Delon, il était venu parce que pour son rôle dans Paris Brûle-t-il, il jouait le rôle de Chaban-Delmas. Et j'ai fait venir Chaban-Delmas en surprise. Donc c'est pour moi, c'était la première, le pied à l'étrier, ça a été ça. Et Johnny, Delon et Jeanne Moreau. Ça donnait le ton. Ça donnait le ton, oui. Ensuite, en 2005, je suis bien placée pour en parler, vous devenez président de la chaîne de télé locale LCM, oui. La chaîne Marseille. Vous nous avez encadrés, conseillés, nous, jeunes journalistes à l'époque. C'était une volonté de transmettre, de vous impliquer dans votre ville? Incontestablement, parce que ce que je pensais que nous puissions faire avec LCM, c'était ce qui me manquait à moi en tant que téléspectateur. C'est-à-dire
l'auditeur de radio ou le téléspectateur, on lui serine sans arrêt ce qui se passe à l'autre bout du monde, alors qu'il a besoin avant tout de savoir ce qui se passe en bas de chez lui. Et moi, j'ai dit avec LCM, on va pouvoir mettre des images sur ce qui se passe là, ici, où nous sommes, ou dans la rue, ou ailleurs, mais une télévision dite de service. Et on n'y est pas arrivé parce que ça coûte cher, parce que les institutions n'ont pas voulu nous aider, ou alors les institutions voulaient nous aider à condition qu'on parle en bien d'elles. C'est pas comme ça qu'on peut concevoir le journalisme. Et donc, voilà, l'aventure s'est terminée très très vite. Au bout de 4 ou 5 ans, je le regrette, mais on avait un outil formidable. Et puis, des journalistes exceptionnels. Et c'était bien exceptionnels, E2LES. C'était bien de vous avoir avec nous. Ah oui, c'est gentil. Alors, vous avez été également président de l'association OM. Oui. Un club cher à votre cœur, j'imagine. J'ai envie de savoir si vous suivez avec autant de passion les matchs aujourd'hui. J'ai suivi hier, mais je passerai sur ce sujet. Alors, on enregistre le lendemain du Classico. Des Classico 4-0. PSG, ouais. 4-0. On n'en parle pas. J'étais catastrophé, j'ai arrêté à la fin de la première mi-temps. Pareil. Vous savez, je pense que ceux qui sont nommés, et c'est pas pour dire du mal de qui que ce soit, de héros ou d'autres, ceux qui sont nommés à la tête de l'OM, généralement, au bout de quelques semaines, pensent avoir inventé le football. Et c'est pas ça le football. Ici, nous, je pense que on perd pied, et j'espère franchement de tout cœur qu'au-delà des salaires mirobolants et des candidatons insensés, qu'on pourra à nouveau se recentrer et faire du vrai football et gagner. Je l'espère, franchement, parce que l'OM est un club cher à mon cœur. Et quand je vais à Paris, là, je sais que je vais aller ce soir à Paris. Demain, je vais travailler à la Française des Jeux. Ils sont tous pour le PSG. Vous allez vous faire brancher. Je vais souffrir, mais bon, c'est pas grave. C'était quoi la belle époque de l'OM pour vous ? La belle époque de l'OM, c'était... Mais il y a eu l'époque tapis, quoi qu'on en dise. Hein. J'allais vous en parler. Quoi qu'on en dise. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps au téléphone, Bernard Tapie, après ces énormes tracas de santé. Quoi qu'on en dise, malgré ce qui s'est passé avec Valenciennes, c'était la belle époque. Mais il faut savoir que je crois que l'OM de Bernard Tapie, ça coûtait 70 millions par an. Aujourd'hui, avec ça, on n'achète pas un joueur. Donc voilà. Autre époque, oui. Et tout ça à cause de la télé, parce que ce sont les droits télé qui ont tout foutu en l'air. Ça a commencé avec Canal et les droits télé, parce que le football est un sport qui remplit les salles et donc qui coûte cher. Vous avez aimé vous impliquer dans ce club, pour ce club ? J'ai aimé m'impliquer parce que j'avais des amis qui étaient proches de moi, comme Robert Nazaretian, qui est là depuis très longtemps dans ce club. Et puis mettre le pied à l'étrier des jeunes talents, c'était important. Mais on a été critiqués sans arrêt. Nous étions ceux qui coûtaient de l'argent. Ah oui, pas cool. Alors, quand on parle de Marseille, les mots identité, appartenance reviennent très souvent. C'est un sentiment fort ici. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux Marseillais se sont emparés du hashtag « Nous sommes Marseille ». Pour vous, qu'est-ce qu'être Marseillais ? Être Marseillais, c'est une identité forte, puis c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Moi, je suis Marseillais parce que j'essaie d'être le plus souvent possible à l'image de ma ville, souriant comme la ville l'est, travailleur comme la ville l'est, parce que souvent on dit « Oh, Marseille, pastis, pétanque ». C'est pas vrai. Il y a du pastis, il y a de la pétanque, mais on y travaille. Oui. On y travaille beaucoup même. Moi, je me souviens, je disais toujours, Emmanuel Vitria, qui était un opéré du cœur qui a eu une deuxième majorité avec 20 ans d'un nouveau cœur, c'était à Marseille, avec Montiès. Tout le monde oublie. Il y a d'autres choses qui se passent. Alors, moi, je défends Marseille. Être Marseillais, c'est être fier de sa ville et la défendre au quotidien. Ce que je fais, moi, à Paris. C'est vrai. Quand vous êtes à Marseille, vous qui habitez tout près, est-ce que vous avez des adresses fétiches, des endroits où vous aimez aller ? Je vais faire hurler les Marseillais traditionnels. Moi, j'aimais bien, parce que j'avais un ami d'enfance au cours des Siendorf, qui s'appelait Paul Léonard, qui avait un restaurant qui s'appelait la Côte de Bœuf. Et là, s'il n'est plus là. J'adorais aller chez lui. Sinon, je vais chez Michel, comme tout touriste bien informé, ou tout vrai Marseillais qui sait qu'un bon poisson ou une bonne bouillabaisse, il n'y a rien de meilleur. Mais sinon... Je viens beaucoup moins dans Marseille, intramuros. Ma mère y habitait, elle est partie en 2008. Donc je viens beaucoup moins souvent. Mais bon, de chez moi, quand Nestor monte, je vois Marseille. Et ça, c'est magnifique. Donc pour moi, c'est le symbole d'une bonne journée. Quand il n'y a pas un paquebot qui passe devant, parce qu'ils sont... Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus et qui sont... Mais je les compte, moi, les paquebots qui viennent, qui viennent, et qui sont de véritables murailles et qui m'obstruent Marseille. Mais bon, ils vont vite.
Chez Michel, on précise que c'est au tout début de la Corniche, pas loin du Cercle des Nageurs. Au Catalan. Voilà, au Catalan précisément. Alors évidemment, vous avez eu la sagesse de vous arrêter, vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment donné où le concept de Qui veut gagner des millions cartonnait. Vous avez choisi de passer la main. Encore une fois, une histoire de transmission, comme on disait tout à l'heure. Oui, parce que on m'a transmis, moi. Un monsieur à la radio qui s'appelait Jean-Louis Sarr m'a transmis. Un monsieur comme Guy Lux à la télévision m'a choisi, m'a transmis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont transmis. Jacques-Antoine, il m'a transmis l'Académie des Neufs. Je me suis dit qu'il était temps, j'espère qu'il c'est pas trop tard, à mon tour de transmettre. Et lorsqu'on m'a proposé, c'était donc ici à Marseille aussi, de reprendre les millions, j'ai dit non parce que je l'avais fait pendant 19 ans et que c'était pas bien de revenir. Et j'ai proposé le nom de Camille Combal. La chaîne a accepté, puis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais je pense que la transmission, je pense qu'il faut rendre un peu la monnaie de ce qu'on vous a donné. Ça vous a pas manqué? Non. Heureusement. Mais heureusement. Sinon, je souffrirais. Je dirais, l'envie m'a quitté. Et ça, c'est génial, parce que quand je regarde mes camarades à la télé, j'ai pas envie d'être à leur place. Longtemps, j'ai eu envie de faire des émissions d'un tel ou d'un tel quand j'attendais mon tour. Mais là, j'ai plus envie. Et c'est bien. J'ai choisi, moi, 80 fois par an, je viens distribuer de l'argent grâce à la Française des Jeux, dont les ordinateurs sont à Vitrolles, donc pas loin d'ici. Oui, c'est vrai. Et puis, je garde les Miss France parce que c'est un cadeau, c'est un gros direct et que j'aime bien les directs. Et cette année, ça sera à Marseille. On va y venir, évidemment. Pendant quelques années aussi, vous l'avez pris plus cool, entre guillemets, en étant chroniqueur, simplement. C'était sympa aussi, ça, oui, du coup, c'était sympa. de laisser quelqu'un avec incarner Cyril, un concept. Parce que Cyril, je lui ai mis le pied à l'étrier à la radio à RTN. Il était à mes côtés, et c'était moi la vedette. Ensuite, quand il est devenu vedette, j'ai accepté aussi d'être chroniqueur à la radio. Mais il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de, vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui, oui. Il n'y a pas de honte à ça. Et je me suis bien amusé pendant ces 4 ans à côté de lui. On entretient toujours des rapports courtois. Je ne veux pas touche pas à mon poste parce que j'ai pas envie que ma veste soit maculée de chocolat. Mais c'est tout. Sinon, tout va bien. Alors, on en parlait, nous allons vous retrouver le 14 décembre au Dôme de Marseille où va se dérouler cette année l'élection de Miss France 2020. Vous jouez à domicile cette année. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ah oui, j'ai milité. D'abord, j'ai milité pour que Miss Provence soit enfin Miss France. Ça n'a jamais eu lieu depuis 20 ans que je présente. Bon, ou 21 ans, ou 22 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Ben oui. Oh là là. Et donc, là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit à Sylvie, bon, là, cette année, il faut faire Marseille. Nous sommes allés voir le maire et puis nous sommes très vite tombés d'accord. Et nous voilà au Dôme. Et pour moi, à domicile, il ne va pas falloir que je fasse un écart. Parce que le Marseillais est un public exigeant. Et il va falloir que je sois rigoureux. Non pas que je ne le sois pas, mais là, encore plus que d'habitude. Il y aura la famille, en plus, dans la salle. Il y aura la famille, oui. Ça met la pression, ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept? Dans le concept, ça me plaît qu'une petite jeune fille, d'un coup d'un seul, devienne une reine, en 3 heures de temps. Elles sont 30 au début. Chacune a légitimement le droit de penser qu'elle pourrait être la Miss. Et, comment dirais-je, en 1 seconde, sa vie est bouleversée. Moi, il y a un moment très fort que je vis chaque année depuis plus de 20 ans. C'est quand Huissier me donne l'enveloppe, qu'elles sont 3, là, l'une des 3 sera la Miss, que j'ouvre l'enveloppe et que je sais 10 secondes avant que la vie de l'une d'entre elles va être totalement changée et bouleversée. Et là, vous faites durer le suspense et c'est terrible. Un peu, mais pas trop. Après, je passe l'enveloppe au président ou à la présidente du jury. Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image? Moi, il n'y a qu'une image que je retiens de Marseille, c'est Notre-Dame de la Garde. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit cette basilique. Basilique construite par un protestant qui s'appelait Espérandieu. Non mais, vous y croyez ça ou pas? C'est très marseillais comme histoire. Voilà. Alors, il n'y a qu'à Marseille qu'on peut demander à un protestant qui s'appelle Espérandieu de construire une basilique catholique. Et ça, pour moi, où qu'on soit d'ailleurs, dès qu'on la voit, on dit qu'on est arrivé, qu'on ne s'est pas trompé. C'est ça. Si Marseille était une chanson? Je t'aime à la folie. Waouh. Ou Oh la belle vie. Mais Je t'aime à la folie, je crois que c'est bien, non? Ah ouais, ça lui va très bien. Si Marseille était un film? On en parlait tout à l'heure d'Alain Delon, Plein Soleil, avec Marie Laforêt. Plein soleil, oui, plein soleil. Et votre expression marseillaise préférée? Coquine de sort. On traduit? Coquine de sort parce que, oh putain, coquine de sort. Ça me plaît parce que ça me rappelle les anciens de ma jeunesse et de mon adolescence qui disaient toujours cette expression qui est peut-être un peu passée de mode.
Et qu'on pourrait traduire comment, qu'aucun ne s'en sait. Comment on pourrait dire ? Pas de chance. Pas de chance, c'est impossible. Jean-Pierre, je voulais vous dire aussi que lorsque je prépare ces podcasts, je demande un petit peu à ceux qui me suivent s'ils ont des questions à vous poser, etc. Ouais. Donc, il y en a certaines que j'ai reprises parce que, non, mais je vous les ai posées, c'était les souvenirs. Ouais. Beaucoup voulaient avoir des souvenirs, beaucoup ont en tête Sacrée Soirée, évidemment, les années 90, cette télé dont je suis très nostalgique et eux aussi, sans doute un peu. Et il y en a beaucoup qui m'ont juste dit de vous dire, donc je transmets que vous êtes au top. Oh, c'est gentil. Et ne changez pas. Et c'est vrai. Ça, c'est gentil. Vous les remerciez de ma part. Je les remercie en tout cas, parce qu'ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Merci beaucoup. Donc, Jean-Pierre, merci mille fois de m'avoir consacré un peu de votre temps. Merci à vous. C'était un plaisir. On vous retrouve donc à Marseille à l'occasion de l'élection de Miss France. 14 décembre. Sur notre poste, sur notre canapé, où on veut, ou là-bas. Mais je crois que ça y est, non, ça s'est vendu comme des petits pains. Les places sont parties en 10 minutes. Sur le canapé. Et à vous qui nous écoutez, je rappelle qu'il est important de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et de me laisser des commentaires et des avis 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aide vraiment beaucoup. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.